Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Actualité Internationale chez Kivu Morning Post. Donald Trump affirme ne pas être informé d'un projet américain visant à transférer environ 1100 migrants afghans vers la République démocratique du Congo. Une information révélée par la presse américaine et vivement rejetée par les concernés. Marthe Bigabois. Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 23 avril 2026 ne pas être au courant d'un éventuel projet de son administration visant à transférer des ressortissants afghans vers la République démocratique du Congo. Interrogé sur des informations évoquant l'envoi de quelques missions afghans vers Kinshasa, le dirigeant américain a répondu de manière prudente. « Je ne suis pas au courant de ces informations, je vais devoir vérifier cela », a-t-il indiqué. Selon les revendications du quotidien américain New York Times, les États-Unis prévoient d'envoyer des réfugiés afghans en RDC. Il s'agit d'anciens collaborateurs de l'armée américaine ayant aidé les Américains lors de la guerre en Afghanistan. Dans une déclaration jeudi, le 1100 ressortissants afghans installés au camp d'As-Saïlia à Doha ont récemment rejeté toute éventualité de transfert vers la RDC. Ils expriment leur inquiétude face à cette perspective, évoquant l'absence des liens avec la RDC, les barrières linguistiques et la situation sécuritaire du pays. Nous ne voulons pas aller en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas emmener nos enfants dans un autre conflit, écrivent-ils. À Uvira, le premier convoi de réfugiés congolais en provenance du Burundi est arrivé jeudi 23 avril 2026 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, 470 Congolais précédemment installés au site de Bousouma ont franchi la frontière à Kanvimvira après leur rapatriement. Le tout premier convoi des réfugiés congolais qui était arrivé au Burundi depuis le mois de décembre 2025. Excellence, comme vous le savez, avec la crise de l'année dernière, le Burundi avait reçu plusieurs vagues de réfugiés congolais. La première vague étant autour de janvier et février, à la suite de la chute de Goma et de Bukavu. Ensuite, la deuxième vague, c'était en décembre, à partir du 5 décembre de l'année passée. Et à ce jour, le Burundi reçoit sur son territoire plus de 250 000 réfugiés congolais. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire un grand merci au gouvernement du Burundi pour l'hospitalité à l'égard des citoyens congolais qui ont trouvé asile au Burundi. Je voudrais également, à cet honneur, saisir l'occasion pour dire un grand merci à tous nos bailleurs de fonds qui nous accompagnent, parce que, bien entendu, nous savons qu'il y a eu beaucoup de défis avec cet afflux, mais avec l'assistance qui a été disponibilisée et les contributions de nos différents donateurs, nous avons été à mesure aujourd'hui de les garder en vie. Et au niveau du site de Bousouma, qui est le plus grand au Burundi, nous avons plus de 66 000 personnes qui sont arrivées. Et aujourd'hui, c'est un convoi de 470 personnes qui ont décidé de repartir vers leur zone d'origine parce qu'il y a eu une amélioration de la situation dans ces zones. Pour le HCR, Excellence, le rapatriement se fera uniquement vers les zones sécurisées. Parce que le rapatriement doit être durable. Pour les réfugiés qui rentrent, ils doivent pouvoir rentrer chez eux en toute quiétude et se réintégrer, reprendre leurs activités. C'est ainsi que nous allons, dans les jours à venir, il est prévu une réunion ministérielle tripartite entre les deux gouvernements du Burundi pour des discussions plus avancées sur le processus de rapatriement. Et donc, pour le moment, nous commençons avec les réfugiés qui sont originaires de la ville de Uvira et également ceux qui sont sur l'axe de Fizi
Dans le convoi d'aujourd'hui, nous avons ceux qui vont aller juste au niveau de Tanganyika. Et donc, on va les voir tout à l'heure au niveau du centre de transit. Je saisis une fois de plus l'occasion, Excellence, pour dire merci d'avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions organiser ce mouvement de retour dans la sécurité et dans la dignité. Le député Guy Mafuta a adressé une question d'actualité au ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde concernant l'émission du premier eurobond de la République démocratique du Congo sur les marchés financiers internationaux. L'élu s'interroge sur les conditions, les modalités et les implications financières de cette opération pour l'État congolais. À présent, chers collègues, nous invitons l'honorable Guy Mafuta Kabongo pour poser sa question au ministre des Finances. Honorable Guy Mafuta, vous avez la parole, honorable. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, juste un rappel, je suis et je demeure encore député. Mais conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, ainsi que les dispositions pertinentes du règlement intérieur de notre Chambre, j'ai adressé en date du 10 avril dernier une question d'actualité à l'endroit du ministre des Finances sur l'émission de l'eurobond de la RDC sur les marchés financiers internationaux. Monsieur le ministre, vous avez, au nom du gouvernement de la République, procédé à la sortie inaugurale sur les marchés financiers internationaux, réussi à mobiliser plus d'1 milliard de dollars américains dans un contexte international marqué par la guerre au Moyen-Orient. Cette opération revêt un caractère historique, en ce qu'elle positionne désormais notre pays à la place qui devrait être la sienne parmi les États sur les marchés internationaux des capitaux, au regard de son potentiel, de ses ressources et de l'ampleur de ses ambitions de développement. Cette émission présente à première vue plusieurs avantages économiques majeurs. Elle offre au pays une perspective de financement plus structurante, au-delà des horizons souvent limités par les cycles électoraux et les contraintes à court terme. Difficile de concevoir qu'un pays à la dimension de la RDC, confronté à d'immenses besoins de restructuration et de développement, demeure confronté à la mobilisation des ressources relativement faibles et avec des maturités très courtes sur le seul marché intérieur. Sur le plan politique, cette opération occasionne aussi une entrée significative des devises susceptibles de contribuer au renforcement des réserves extérieures et partant à la consolidation de la monnaie nationale. Elle ouvre en outre la possibilité de financer des projets structurants de grande envergure que les seules recettes fiscales, par nature insuffisantes au regard de l'ampleur des besoins nationaux, ne permettent pas de couvrir de manière adéquate. Dans ce contexte, la diversification des ressources de financement de l'État apparaît non seulement légitime mais nécessaire. Toutefois, si cette sortie sur les marchés internationaux constitue une avancée importante, elle soulève également quelques questionnements qui nécessitent des clarifications et explications à la représentation nationale. À cet égard, il vous a été demandé, Monsieur le ministre, de bien vouloir répondre aux questions qui s'articulent sur 3 points. Premier point, sur la régularité de la démarche engagée. Monsieur le ministre, au terme de l'article 108 de la loi relative aux finances publiques, aucun engagement sous forme d'emprunt ne peut entrer en vigueur que si une loi le permet. Sur quelle base légale se fonde cette opération et aussi d'en produire, le cas échéant, la preuve de l'autorisation préalable requise. Votre démarche a-t-elle obtenu l'approbation du Conseil des ministres? Au regard des prescriptions de l'article 15 de la loi relative aux finances publiques qui interdit la participation des banques commerciales,
pouvez-vous préciser l'identité ou à tout le moins la catégorie des souscripteurs ayant participé à cette opération? Deuxième question. Elle se rapporte aux conditions financières de l'emprunt comparé aux pays ayant la notation similaire de la RDC. Quelles sont les principales caractéristiques financières à cette émission, notamment en ce qui concerne le montant mobilisé, la maturité et le taux d'intérêt? Comment ces conditions se comparent-elles à celles obtenues récemment par d'autres pays africains ou économies comparables sur les marchés internationaux? Troisième et dernier aspect de notre question, elle se porte sur les effets macroéconomiques attendus. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement entend-il prendre pour maximiser les effets positifs de cette opération sur l'économie nationale, notamment en matière de stabilité du taux d'échange, de renforcement de la monnaie nationale, de financement des infrastructures structurantes et d'élargissement des capacités productives du pays? Les clarifications utiles sur la régularité juridique, les conditions financières, l'affectation des ressources, les mécanismes de transparence et les effets économiques attendus de cette opération d'endettement méritent d'être connus de la représentation nationale que nous sommes. Nous avons dit, honorable président, et nous vous remercions. Le pays du groupe A3, RDC, Libéria et Somalie ont réaffirmé jeudi 23 avril 2026 au Conseil de sécurité des Nations Unies leur attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale d'Haïti. Ils ont appelé à une réponse internationale cohérente, équilibrée et portée par les Haïtiens eux-mêmes. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du groupe A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous saluons d'abord la présence parmi nous de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, M. Carlos Massieu, ainsi que M. Christophe Ides, représentant spécial de la force de répression des gangs, pour leur présentation exhaustive. Nous prenons acte du rapport du secrétaire général et nous saluons l'engagement continu des Nations Unies par l'entremise du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Monsieur le Président, en dépit de la fragilité et de la volatilité de l'environnement politique et sécuritaire, il sied de reconnaître que Haïti est entré dans une phase politique décisive en préservant la continuité institutionnelle, en impulsant une nouvelle dynamique vers un retour à l'ordre institutionnel. À cet effet, nous saluons le transfert pacifique du pouvoir exécutif le 7 février dernier au Conseil des ministres à la suite de l'expiration du mandat du Conseil présidentiel de transition. Il faut le souligner, cette transition menée conformément à l'article 149 de la Constitution de 1987, amendée, constitue une étape vitale pour le maintien de la stabilité de l'État. S'agissant du processus politique, les A3 félicitent la mobilisation intersectorielle qui a abouti à la signature du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, publié le 23 février et rassemblant 350 signataires. Ce pacte réaffirme que la sécurité et les élections constituent la voie constitutionnelle consensuelle vers le rétablissement des institutions démocratiques. À ce propos, nous encourageons les autorités haïtiennes à poursuivre le dialogue avec les non-signataires du pacte national afin de garantir une large appropriation nationale et l'inclusivité qui demeure essentielle à la légitimité du processus électoral. Parlant du processus électoral, les A3 saluent l'achèvement de la phase d'enregistrement des partis politiques
entre le 2 et le 12 mars 2026, ce qui représente une étape technique clé dans l'avancement des préparatifs électoraux. Nous appelons en outre les autorités haïtiennes, avec le soutien de leurs partenaires, à s'attaquer sans délai aux défis juridiques, financiers et opérationnels qui subsistent dans la marche vers les élections, notamment la finalisation du cadre électoral et la mobilisation des ressources suffisantes. Les A3 saluent par ailleurs la réactivation de la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration chargée de piloter les efforts de réduction de la violence communautaire. C'est tout pour l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Restez connectés pour les prochaines actualités.